Bonjour à tous et bienvenue dans Check-up, votre magazine santé et bien-être. Cette émission sera consacrée au sommeil à l'occasion de la journée nationale le 16 mars avec notre invité, le docteur Paul-Henri Deporter, spécialiste des pathologies du sommeil et de la vigilance dans les Yvelines. Alors nous allons le voir tout à l'heure, le sommeil participe à notre bien-être. Mais avant d'évoquer cela avec vous, je vous propose qu'on regarde ensemble le sommaire. La grippe a fait son apparition, les explications avec le docteur Frédéric Urbain, médecin à Saint-Quentin en Yvelines et membre du GROG, le groupement régional d'observation de la grippe. Et puis nous nous rendrons au centre hospitalier de Versailles qui a récemment inauguré un nouveau bâtiment regroupant désormais urgences et SAMU, mais aussi un pôle psychiatrique de 12 lits. Alors le sommeil, je l'ai dit, c'est très important, on y consacre environ un tiers de notre vie. Petit rappel pour commencer, combien dort en moyenne un adulte et un enfant ? Alors en moyenne, on considère qu'un sommeil normal, c'est entre 7 et 8 heures. Mais après, on a tous un sommeil qui peut être variable, parce qu'on va considérer des courts dormeurs, donc ce sont des gens qui dorment 4, 5, 6 heures par nuit et se sentent très bien. Et sur l'autre versant, on a les longs dormeurs, donc c'est des personnes qui vont avoir besoin de quasiment plus de 9 à 10 heures de sommeil pour se sentir bien. Après, le sommeil évolue également avec l'âge, c'est-à-dire que les enfants et même les nouveau-nés, en règle générale, un nouveau-né va avoir besoin d'à peu près 16 heures de sommeil. Chez, on va dire, un adolescent, on est aux alentours de entre 9 et 10 heures de sommeil. Et l'adulte, comme je vous l'ai dit, on est plus aux alentours de 8 heures. Très bien, alors cette journée est aussi l'occasion d'aborder les troubles du sommeil. Justement, quels sont ces troubles à proprement parler et combien de personnes cela concerne-t-il ? Les troubles du sommeil sont très variables, parce que si on regarde un petit peu la définition internationale des troubles du sommeil, il y a à peu près 85 troubles du sommeil différents. Après, c'est vrai que nous, au niveau de nos consultations, on voit essentiellement des personnes qui vont présenter une insomnie, donc qui disent mal dormir pendant la nuit et avoir une répercussion pendant la journée. Après, on va retrouver des troubles du sommeil liés à des problèmes respiratoires, donc type apnée du sommeil, des problèmes de sommeil qui sont liés à des troubles psychiatriques ou psychologiques, donc on sait pertinemment que du stress, de la dépression peut avoir un impact sur la qualité du sommeil. Et après, on va plus avoir des gens qui vont présenter des troubles de la vigilance, qui sont par exemple à mettre en relation avec une narcolepsie. Donc à peu près un tiers des Français concernés par les troubles du sommeil. C'est ce que l'on retrouve dans les données épidémiologiques, oui. Et alors, lorsque le sommeil devient pathologique, quelles sont les structures de soins qui existent ? Quand le sommeil devient pathologique, après, il faut aussi différencier un petit peu les choses. Vraiment, si on sent que le sommeil impacte réellement la qualité de vie des patients, on peut s'orienter vers des centres spécialisés qui peuvent proposer différents types d'enregistrements, des enregistrements du sommeil, pour justement aller un petit peu plus loin et je dirais, décortiquer le sommeil des patients, parce qu'avec ces différents enregistrements qu'on appelle de la polysomnographie, on va pouvoir, je dirais, différencier les différents stades de sommeil et également voir un petit peu comment ce sommeil évolue pendant la nuit, parce que le sommeil, c'est quelque chose de variable et d'évolutif. Alors on va parler d'un tout autre sujet, la grippe, qui est en pleine progression. Les explications avec le docteur Frédéric Urbain, médecin à Saint-Quentin en Yvelines. L'épidémie de la grippe a fait son apparition depuis quelques jours, une épidémie arrivée très tardivement, cette année devenue brutalement massive. Cette année, on a un virus qui est de type H3N2, c'est-à-dire que c'est la première fois depuis 2009 que ce n'est plus le virus H1N1 2009 qui domine le tableau. Pas si facile que cela à diagnostiquer, la grippe peut se confondre avec une dizaine d'autres pathologies. Il n'y a pas de symptômes caractéristiques de la grippe. Une grippe, c'est une infection respiratoire aiguë comme beaucoup d'autres, c'est-à-dire qu'elle combine d'une part des signes généraux, donc les signes généraux, c'est la fièvre, les maux de tête, les courbatures, les douleurs partout, la fatigue, et d'autre part des signes locaux qui sont un nez bouché, une gorge qui fait mal, une toux. Le pic de l'épidémie devrait durer encore quelques semaines. Si vous n'avez pas été vacciné, il est aujourd'hui trop tard pour le faire, mais il existe des mesures dites barrières qui permettent de limiter la transmission du virus. La précaution déjà de se laver les mains chaque fois qu'on est parti se moucher, chaque fois qu'on est parti aux toilettes également, se rincer les mains après, c'est
Simplement une mesure de question de bon sens, c'est quand vous êtes malade, surtout les tout premiers jours de la maladie, de rester chez vous, d'éviter les contacts avec les personnes en particulier fragilisées. Et puis une autre qui n'est pas évidente, c'est d'aérer. Actuellement, chez les patients consultant un médecin, généraliste ou un pédiatre pour une infection respiratoire aiguë, 60% sont des vrais cas de grippe. De retour sur le plateau de Check-up pour parler du sommeil. Alors, quels conseils pouvez-vous donner pour rendre les conditions du sommeil optimales ? Il y a déjà des conditions d'environnement. Donc c'est vrai que si on veut bien dormir, en règle générale, il faut essayer de dormir au calme. Donc, mais bon, ça c'est essayer d'améliorer l'isolation de sa chambre, diminuer la luminosité, parce que ça c'est aussi un point important. Et après, il y a des notions purement d'hygiène de vie, c'est faire attention à ce que l'on mange avant d'aller dormir. C'est sûr qu'un repas chargé en graisse ou un bon repas arrosé, ce n'est pas franchement les meilleures conditions pour arriver à bien dormir. Et alors, des études ont montré que la qualité et la durée du sommeil pouvaient jouer sur les performances physiques, entre autres. Oui, parce que dans le sommeil, on a, je dirais, différents cycles de sommeil. Si on décortique les choses, on va pouvoir avoir ce qu'on va appeler du sommeil lent léger et du sommeil lent profond. Le sommeil lent profond, en règle générale, c'est le sommeil qui va permettre d'avoir une récupération physique. Donc c'est sûr que si on augmente la quantité de sommeil lent profond, on va avoir un impact sur les performances physiques des patients. Et alors, au-delà des performances physiques, le sommeil aurait aussi des conséquences sur les performances intellectuelles et notamment sur la mémoire. Oui, c'est vrai que nous en consultation, c'est l'une des premières choses que l'on demande à nos patients lorsqu'ils dorment mal, c'est est-ce que vous avez des troubles de la mémoire? Est-ce que vous avez des troubles de la concentration? Donc justement aussi la nécessité de vraiment bien faire la distinction. Est-ce que je suis devant un patient qui est, entre parenthèses, un patient qui est dépressif? Ou est-ce que potentiellement la dépression de ce patient n'est pas à mettre en relation avec une perturbation de son sommeil, que ce soit de type insomnie ou de type également apnée du sommeil qui a un impact? Si vous avez une diminution de votre sommeil lent profond, vous allez avoir une altération des performances physiques des patients. Vous pouvez également avoir vraiment, si vous avez ce qu'on appelle une dette de sommeil important, donc un déficit important de sommeil, on va avoir des patients qui vont se retrouver avec des phénomènes de somnolence, donc ils vont dormir pendant la journée, et c'est quelquefois les soucis qu'on peut avoir sur autoroute lors des départs en vacances. C'est des gens qui se mettent en dette de sommeil pour partir en vacances, donc ils écourtent leur nuit, et malheureusement sur l'autoroute, comme c'est quand même quelque chose de monotone, on a un risque accru d'accident de la route. Très bien, je vous propose maintenant de regarder notre second reportage consacré au centre hospitalier de Versailles qui accueille désormais le SAMU et les urgences. Pour ses 30 ans, le centre hospitalier de Versailles s'est offert un nouveau bâtiment et presque, pourrait-on dire, une nouvelle philosophie médicale. Car dans un même lieu sont dorénavant réunis les urgences, le SAMU, le SMUR, la structure mobile du SAMU et un pôle d'urgence psychiatrique de 12 lits, un dispositif suffisamment rare en Île-de-France pour être inauguré par le ministre de la Santé. On a besoin, avant les urgences, d'avoir une meilleure réponse encore. C'est notamment avec la permanence des soins en libéral, les maisons médicales de garde, les maisons de santé. Mais une fois qu'on est passé aux urgences, quelle solution on trouve? Et là, on en vient question des soins de suite et de réadaptation. On en vient aussi aux solutions pour les personnes âgées. Le projet a débuté il y a 10 ans pour convaincre de la nécessité d'une offre plus adaptée. Le SAMU recevait 60 000 appels il y a 30 ans, 560 000 en 2011. C'est pas seulement on agrandit parce qu'il y a besoin de place, c'est aussi on agrandit et on réfléchit quels sont les moyens à mettre en place, notamment des indicateurs en temps réel et en temps différé, une mesure plus précise de l'activité qui permet d'avoir une réflexion sur notre travail. 33,4 millions, c'est le coût de ce nouveau bâtiment financé à hauteur de 17 millions d'euros par l'ARS, l'Agence régionale de santé, dans le cadre du plan Hôpital 2012. Le service commun SAMU-SMUR fonctionne depuis le 23 janvier. L'accueil des patients aux urgences est prévu fin mars. La venue du ministre de la Santé a également été l'occasion de soulever la question de la rémunération des médecins libéraux régulateurs. Le taux de 20 € jugé trop faible par les médecins qui sont plus réticents à s'engager. Je vais demander notamment à l'Agence régionale de santé d'engager des discussions avec tous les acteurs, l'hôpital, la Sécu, les représentants des médecins libéraux, parce que si on a plus de médecins libéraux qui participent à cette régulation, c'est une bonne chose.
L'année dernière, 61 800 personnes ont fréquenté les urgences de l'hôpital Mignot. Alors pour en revenir à notre thème principal, la journée nationale du sommeil, un dernier mot peut-être à l'attention des parents qui visiblement ont tendance à sous-estimer les besoins en sommeil de leurs enfants. Il faut écouter le rythme biologique de ses enfants et pas forcément le contrarier. Et le message aussi important, c'est « je ne vais pas me coucher parce qu'il est forcément telle heure ». C'est « je vais me coucher parce que j'en ressens réellement le besoin ». Ce que l'on voit beaucoup en consultation, ce sont des parents qui viennent parce que leurs enfants, ils viennent nous dire « j'arrive pas à les coucher à 8 heures ». Ou à 9 heures. Et bien c'est que ce n'est pas forcément l'horloge biologique interne de leurs enfants, n'est pas forcément sur ces rythmes-là. Et après, ce n'est pas non plus batailler avec eux pour aller forcément les coucher à cette heure-là, c'est essayer vraiment de composer avec et de faire en sorte que le sommeil ne devienne pas une guerre au sein de la famille, parce qu'après, justement, ça peut se transformer un petit peu en pathologie, et ce n'est pas le but du jeu. Vous parliez justement de batailler, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une éducation à bien dormir? Oui, parce que il y a un certain nombre de consignes que nous on donne aux personnes. En règle générale, c'est d'essayer d'avoir des rythmes de sommeil le plus régulier possible. Le plus simple, c'est de fixer l'heure du lever, essayer d'avoir une heure de lever qui soit le plus constant possible, même le week-end. Et ça, c'est vrai que c'est quelquefois délicat à faire, parce que les enfants ont tendance à se décaler totalement le week-end. Et après, c'est le coucher, on va se coucher lorsqu'on en ressent le besoin. Il y a aussi une autre chose, c'est que le sommeil, c'est quelque chose qui se prépare. Donc je ne termine pas par exemple mes devoirs à 9 h du soir et je me dis que forcément à 9 h 15, je serai dans mon lit et couché et endormi. En règle générale, nous on a tendance à dire qu'il faut une petite période tampon, qui est une période pendant laquelle on va essayer de se relaxer, de se vider l'esprit, parce que le sommeil c'est du lâcher prise. Très bien, merci à vous, Dr Paul-Henri Deporter, d'avoir accepté notre invitation. C'est ainsi que s'achève cette émission. Quant à nous, on se retrouve début avril pour un nouveau numéro de Check-up.